Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alban Colo. Salut Alban, Salut Johan, ça va? ça va et toi? Ouais, très bien, très bien. Merci pour ton invitation. Écoute, merci à toi d'intervenir sur le podcast. J'ai pas encore reçu de diététicien nutritionniste, donc tu es le premier. Donc Et, ça, je et pense en- qu'on va faire un bel échange axé plus sur la nutrition et sur le sport. Et je vais te laisser te présenter pour démarrer ce podcast. Du coup, merci pour ton invitation et je pense qu'il y a peut-être encore moins l'occasion de recevoir un diététicien nutritionniste qui est préparateur physique en même temps, parce que Ouais, j'ai la double casquette. Cette année, je suis posé au cabinet où 80% de mon activité, effectivement, c'est parler de nutrition avec les gens, alors j'ai une patientèle, je dis encore patientèle et pas clientèle, hein, parce que je reste professionnel de santé, donc c'est des patients qui viennent me voir, même si la plupart ce sont des personnes sportives ou en tout cas des sujets, des personnes qui ont compris que l'activité physique allait leur permettre de pouvoir gérer leur composition corporelle et puis également de faire du bien à leur tête. Donc j'ai pas de profil au cabinet de personnes qui sont dans des gros surpoids ou en situation d'obésité. Généralement, ils vont voir d'autres confrères. Et puis j'ai une double casquette du coup où préparateur physique. L'année dernière, j'ai passé un peu de temps à entraîner jusqu'à 150 mondial en tennis. J'ai entraîné en préparation physique, donc Terence Satman, Terence doit être 130 là actuellement, qui a fait les ok. qualifs du Masters 1000 de Madrid, où on reste en contact pour la partie nutrition maintenant. Mais il est parti avec quelqu'un d'autre parce qu'il fallait être 30 semaines par an absent. Sur le circuit de haut niveau, c'est ça, quoi. T'es pas vers tes proches. Donc voilà, c'était un choix de vie. J'avais besoin de m'ancrer. Moi, je suis à Dijon. J'ai des projets de monter une structure qui va allier sport, kinésithérapie et puis diététique avec d'autres confrères. Donc voilà, j'avais besoin de rester un peu plus ancré et pas trop bouger. Et puis voilà, j'ai eu un premier métier où j'étais ingénieur en génie civil, donc j'ai pas toujours fait ce métier. Je m'occupais de gérer la construction de bâtiments, donc rien à voir, mais j'en avais marre de mon travail, je me sentais plus aligné dans ce que je faisais, et puis j'avais besoin de faire un métier où les gens peuvent te dire merci, et ça fait vraiment la différence, je trouve. Et puis ça reste aussi un petit peu comme un acte politique pour moi de parler un peu nutrition aux gens, parce que il y a quand même pas mal de choses, qui sont vachement clivantes, dans le sens où on va appartenir de plus en plus à différents régimes, que ça soit vegan, que ça soit cétogène, que ça soit, aussi d'être, de plus en plus, confronté à, tout ce qui va être, la malbouffe, ce genre de choses. Donc voilà, j'avais envie aussi d'amener un petit peu ma pierre à l'édifice. Et puis voilà, donc plutôt en alliant nutrition et sport. Je pratique le CrossFit depuis 2015. Je viens du tennis à la base, mais passionné par le CrossFit. Alors pas du tout un très grand compétiteur, hein. Je suis vraiment l'adhérent loisir, mais qui va s'entraîner pour bien vieillir, quoi. Et puis pouvoir arriver en EHPAD en marchant sur les mains, ça serait bien, quoi. Parce que passé 35 ans, tu vois les choses de façon un petit peu différente et tu essayes un petit peu de garder la forme physique et pouvoir s'entraîner avec des petits jeunes que je peux avoir
au BPGEPS, etc., parce que je suis formateur aussi pour le BP. Ben, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, mes journées sont assez rythmées, création de contenu, consultation, donner des cours. L'année prochaine, je vais être prof pour le BTS Diète. Donc voilà, c'est assez varié. C'est ce qui me plaît dans le métier de freelance, on va dire. Voilà, pour la OK. présentation. Et du coup, tu es plus en tant que nutritionniste, diététicien ou plus en tant que prépa physique de manière générale? Là, 80 de mon temps, ça va être, vraiment, diététicien nutritionniste. J'ai quelques heures où, j'ai, la préparation physique des lutteurs du Crêpes de Dijon, donc du pôle France OK. et là où, quelques programmations aussi, à distance, que ce soit en BMX ou, très simplement pour des personnes qui sont capables d'être autonomes et suivre une prog, dans une box ou une salle de gym. Et puis là où je vais apporter un peu mon expertise en termes de préparation physique, c'est plus pour, les cours du BPGEPS. OK, Voilà. et du coup, tu as dit que tu accompagnais des joueurs de tennis sur le circuit. Comment tu as été amené à travailler avec, notamment Terence Hadman? Eh ben, alors très simple, quand j'ai passé mon BTS diététique, tu as 15 semaines de stage, tu as 5 semaines de stage optionnel où, j'ai fait mon stage à thème optionnel en mixant, diététique et préparation physique dans une académie de tennis dans le sud de la France, la French Touch Academy. Et, Oui, OK. en fait, Terence faisait son foncier là-bas. Il était 1000 mondial. Il était avec Robin Boulet, là, qui est maintenant avec Lloyd Harris, qui était top 30 mondial, Lloyd Harris, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, il doit être à la 150e place. Et en fait, il m'a dit, écoute, quand Terence va monter en classement, moi, je vais avoir besoin d'avoir un prépa sur une quinzaine de semaines départ. Parce qu'il faut savoir quand tu es dans le top 500, tu as souvent les entraîneurs qui font la double casquette, entraîneur Mmh. et préparation physique. Ils n'ont pas les moyens de se payer un prépa dédié. Là, Terence avait la chance de pouvoir lui bénéficier d'un prépa en plus de son entraîneur et que l'entraîneur puisse déléguer. Et en fait, quand Terence arrivait à ce classement, Robin envoyait un message sur les réseaux en disant on cherche quelqu'un. J'ai répondu. J'avais pas d'expérience, hein. J'avais zéro OK. expérience. Je sortais d'un BPGEPS haltéro-muscu. J'étais juste passionné et soif d'apprendre, quoi, hein. Mmh. J'ai fait pas mal de formations privées à côté. Et en fait, petit à petit, il m'a demandé bah, comment tu verrais sa planification. Je lui ai répondu tac au tac. Et les échanges sont faits. Et au final, au bout d'un moment, il m'a dit écoute, ben, c'est toi que j'ai retenu. Donc, j'ai été pris en test pour un foncier à Nice, où on a fait 3 semaines ensemble. Ça a adhéré avec Terence, et puis c'était parti, quoi. Donc, pas un background énorme, mais voilà. C'est juste je pense que c'est vraiment important des fois de dire, de se procurer un peu des occasions en disant oui à même un truc des fois, on est demandé pour, aller, passer sur une association un samedi, un truc comme ça et en fait, ben, c'est bouche à oreille, quoi Mmh. et tu parles avec des gens et ça te crée des contacts parce que c'est Olivier Bollier qui me disait ça, mais si tu es bon mais que personne le sait, ah, Ouais. tu es juste bon, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, Voilà. et comment tu as démarré un peu avec lui? Si tu avais pas énormément d'expérience dans le tennis pro, comment tu as démarré la prépa avec lui? Bah, alors, déjà en observant beaucoup parce que ça reste quelqu'un, là, moi quand j'ai démarré avec Terence, il avait 20 ans. Il a commencé vraiment à être au niveau à 14. Donc c'est des gars qui ont déjà vu passer pas mal de personnes en préparation physique et qui savent un Mmh. peu et qui se connaissent. Tu peux pas arriver et tout révolutionner plus. Donc pas mal d'observations et puis après, comme tu es 24 heures sur 24 avec l'entraîneur et le joueur, tu vois ce qu'il fait sur les cours,
tu as les orientations aussi de l'entraîneur qui, moi, pour le coup, a vraiment été très pédagogue et plus aussi une forme de mentor pour m'orienter, en fait. Et m'a pas laissé, enfin, il me faisait un feedback tous les soirs en me disant, bah, voilà, ça c'est bien, ça tu devrais faire un peu plus comme ça. En plus, moi j'avais la chance que l'entraîneur était prépa physique avant, que OK. pour le coup, non seulement il a pu me juger très rapidement, mais aussi j'ai eu la chance qu'il me donne aussi un peu les clés pour savoir comment s'y prendre. Et puis malgré tout, ben, je pratique le tennis, je m'entraîne pas mal. Enfin, moi je trouve qu'on apprend vachement en pratiquant aussi. La théorie, c'est cool, hein, mais je trouve que rien ne remplace aussi le ressenti. Et malgré tout, quand on prend les études, à la base, partent d'une réalité de terrain en se disant: «Ah tiens, on observe ça et du coup, ben, on va peut-être qu'on va en faire une étude, quoi». Voilà. Et tu l'as suivi aussi d'un point de vue nutritionnel ou pas du tout? Ou Ouais, d'autres ouais, joueurs ouais, peut-être? ouais, non, non, j'ai suivi Terence d'un point de vue nutritionnel. Je continue aussi là ponctuellement, mais plus, heu, lorsqu'il a besoin de faire des bilans bio un peu tous les 3 à 6 mois et Mmh. adapter la supplémentation. Mais, pour le coup, ça a beaucoup je vais être honnête, ça a avec Terence, ça a beaucoup moins répondu en termes de nutrition. Parce qu'il avait ses croyances, ses habitudes et à la différence de la préparation physique et c'est là où c'est plus compliqué, je trouve, notamment avec les sujets sportifs, c'est que en préparation physique, tu peux avoir, à mon sens, des résultats à court terme où la personne va adhérer tout de suite et les champions ont besoin d'avoir, de la preuve tout de suite que ça fonctionne, Ouais. que sur la nutrition, on est plus sur du moyen terme. Et c'est un peu plus compliqué de faire adhérer. Et puis en plus, si c'est quelqu'un qui est jeune, bah forcément, il y a, je passe du temps avec les copains et mon repas plaisir, c'est d'aller au KFC ou au McDo. Donc c'est plus compliqué de faire adhérer, ça demande un peu plus de temps. On n'a pas forcément eu justement le temps, pour qu'ils se rendent compte de tous les bénéfices que ça pouvait avoir. Mais déjà, rien que des changements, tu vois, ça paraît dingue, hein, mais pendant les matchs, il était juste à l'eau, quoi. Il y avait pas de glucides à l'effort, tout ça. Si tu arrives déjà à faire changer ça, tu as un peu gagné, quoi, quand même, malgré tout. Mmh. Même si, ben, la personne t'en fera pas quelqu'un, qui va, comprendre l'intérêt de manger un peu plus végétal le soir pour basifier, récupérer, ce genre de choses. Mais si tu arrives déjà à lui faire passer une boisson d'effort, pour le coup, ça c'est déjà une belle victoire. Il y a eu d'autres défis comme ça, d'autres difficultés que tu as rencontrées avec, les joueurs que tu as accompagnés? Vraiment la plus grosse difficulté, je trouve en termes de nutrition, chez les sportifs et jeunes, hein, c'est que voilà, il y a une telle culture, du fast-food, de la bouffe rapide, ce genre de choses, tout ça que ça va être compliqué de faire comprendre que, ben, un apport en fruits et légumes, ça va te protéger, ça va t'apporter des antioxydants, ça va être aussi important que ton entraînement. C'est surtout ça la plus grande difficulté. Tu vas moins ressentir ça avec, dans des sports individuels, je trouve. Même dans les sports d'endurance où il y a quand même une culture de la nutrition qui est un peu plus importante. Mmh. En CrossFit, on est en train d'aussi d'y venir de plus en plus et puis il y a quand même de plus en plus de contenu où justement on se rend compte que l'aspect nutritionnel, devient hyper important, quoi. Si Et ce n'est comment tu autant as important que l'entraînement. ouais, je suis assez d'accord. Et quand tu les accompagnes, nutritionnellement parlant, tu leur fais des plans alimentaires? Comment tu t'organises d'un point de vue un peu OK. méthodologique sur l'ensemble des repas? Alors, déjà, j'ai plusieurs formes d'accompagnement, dans tous les cas, il y a toujours un bilan où on prend le temps d'échanger pendant 1 heure
une bonne heure, quand tout va bien et plutôt 1 heure et demie quand il y a pas mal de choses à dire ou quels sont les besoins? Moi, je pars toujours des besoins énergétiques. Ça reste la base, c'est-à-dire les besoins énergétiques, c'est prendre en compte déjà le métabolisme de base de la personne. Ça reste des formules théoriques, mais on se rend compte que corrélé à de l'impédance maîtrise, ce genre de choses, on est peut-être à 100 cales près, mais on tombe sur la même chose. Un peu la masse musculaire qui fait varier, mais les formules théoriques sont plutôt bonnes. Fiable. Et ouais, ouais, ça reste fiable. Et puis après, pour les sports d'endurance type vélo ou course à pied, bon, en vélo, c'est l'idéal parce qu'en fait, il y a les capteurs de puissance. Mmh. Donc, tu peux tout de suite corréler à une dépense énergétique. Rajouter à la fréquence cardiaque, bah, là, tu as 2 paramètres et tu peux pas te tromper sur la dépense énergétique journalière. Donc les plans d'entraînement sur les sports d'endurance sont faits en fonction, de leur volume d'entraînement, en fait, sur la journée, tout simplement avec l'aide des capteurs. Pareil dans les sports co comme, le rugby ou le foot, tu as 2 choses, tu as les GPS maintenant et tu as les fréquences cardiaques, même si, chez les rugbyman, ils ont pas le port de la fréquence cardiaque pour justement au moment des contacts, pas être blessé. Mais tu peux tout de suite corréler, ces indicateurs-là à un besoin énergétique. Donc ça, c'est plutôt très simple, je pars de là. Ou sinon après, donc ça reste formule théorique, métabolisme de base. Je vais, prendre en compte un coefficient en fonction du niveau d'activité physique, mais sans la dépense énergétique liée à la pratique sportive, ça reste à part. Je sais pas, par exemple, tiens, j'ai quelqu'un qui est kayakiste, qui est en train de faire, les qualifications pour les jeux olympiques, qui est kiné à côté. Ben, je calcule son métabolisme de base, c'est une formule théorique. Je multiplie par un niveau d'activité physique, mais dans sa partie, on va dire kiné, c'est-à-dire est-ce qu'il est, il fait un boulot où il est tout le temps assis, travail de bureau avec des déplacements, majoritairement debout en mouvement toute la journée et ensuite après, bah, je vais prendre en compte tout ce qu'il va faire en termes d'entraînement, quel type d'entraînement, combien de temps ça dure, quelle intensité, du lundi au dimanche. Et ça me donne la dépense énergétique liée à l'activité sportive. J'ai la totalité sur la semaine, je leur divise par 7 et ça me donne la moyenne ça donne la moyenne sur la semaine. Et puis, bah, certains, ils vont quasiment avoir les mêmes besoins, parce que j'estime que, bah, même si un jour ils s'entraînent moins, le corps a besoin de récupérer. Donc c'est quasiment les mêmes apports. Et puis, si par exemple le samedi et dimanche, c'est plus léger, on va plus se faire à la sensation alimentaire. Et là, c'est toute la difficulté aussi, c'est que souvent, on se rend compte que les sportifs, lorsqu'ils sont blessés, prennent du poids. Mais parce qu'ils sont tellement déconnectés de leurs sensations alimentaires et qu'on leur a dit, ben, vous devez manger tant à chaque fois, qu'en fait, ils restent sur ce temps de quantité et de calories à partir du moment où ils sont blessés. Et je pense que c'est pas mal de garder justement, vraiment d'avoir en tête les sensations alimentaires. Moi, j'essaye vraiment de les habituer à ça quand même. Ou, qu'est-ce que la faim physiologique? Est-ce que tu la ressens? Est-ce que tu sais ce que c'est ton rassasiement? Donc voilà, tout ça, on va discuter de ça. Même avant de parler de ses habitudes alimentaires, moi, je vais avoir, tout un protocole où, je vais lui poser des questions sur différents symptômes, que ça soit au niveau de la sphère hépatique. On sait que c'est hyper important chez le sportif que le foie soit plutôt en forme parce que le foie va avoir un rôle de reconvertir le lactate en glucose et un foie qui fonctionne moins bien, bah, ça va avoir du mal à se faire. Pareil en fonction de ton patrimoine génétique, ce genre de choses. Donc je vais évaluer, ben, sa sphère hépatique, je vais évaluer, la sphère digestive haute au niveau de l'estomac, s'il a du mal à vidanger, si, même il va avoir, de la mauvaise haleine, ça peut avoir des indications. Les intestins aussi, s'il y a des gaz qui sont odorants, pas odorants, si le sportif a trop de gaz odorants, le classique, hein, les gars qui prennent de la whey à tout bout de champ, ben, souvent il y a comment des gaz odorants et ça veut dire qu'on se retrouve avec des protéines
qui n'ont pas été absorbés au niveau de l'intestin, mais qui vont être du coup digérés par les bactéries du côlon et c'est pas leur rôle. Et donc, ça donne une flore de putréfaction et des odeurs. Donc ça, c'est un signe que la personne consomme trop de protéines, en tout cas que, alors, dans les études, il y a eu dernièrement les fameux 100 grammes de protéines laitières permettraient d'avoir une meilleure synthèse protéique que de fragmenter à 25 grammes sur la journée. Certes, la synthèse protéique est augmentée, mais encore faut-il que la personne ait les capacités digestives pour l'absorber, et ce n'est pas toujours le cas. Enfin, c'est même rarement le cas, j'ai envie de dire. Donc on va parler de ça, savoir aussi si d'un point de vue système nerveux, ça va bien ou est-ce qu'il dort mal? Est-ce qu'il y a des difficultés d'endormissement? Est-ce qu'il va se réveiller dans la nuit? Est-ce qu'il va se réveiller vers certaines horaires? Si c'est une femme, on va parler aussi de ses cycles menstruels, si elle prend la pilule ou pas. Tout ça va avoir un impact sur l'alimentaire derrière, sur ce qu'on va mettre en place et sur sa façon aussi de récupérer. Et derrière, après, j'en sors un plan. Selon, parfois, il y a les quantités. Non. Si c'est quelqu'un qui va avoir des troubles du comportement alimentaire, ben, on va pas le faire partir sur un plan hyper cadré. Voilà, il y a pas mal de choses. Voilà comment un peu je procède, mais il y a quand même une grosse anamnèse, une prise en charge qui est assez globale et qui se limite pas à dire bon bah dis-moi ce que tu manges, ok, je mange ça et puis bah le matin. Enfin, l'alimentation c'est pas fromage blanc, flocon d'avoine quoi, c'est plus que ça. Et puis ça dépend encore à quel niveau on se place. Est-ce qu'on se place d'un niveau santé? Est-ce qu'on se place d'un Mhm. niveau performance? Même encore plus quelqu'un comme Anthony Berthoud parle pas mal. Je sais pas si tu connais. Si, si. Il va même te dire, on peut même parler d'alimentation d'un point de vue évolutif, d'un point de vue politique et d'un point de vue enjeu écologique. Donc c'est toujours à quel niveau on se place, quoi. Tu vois? Et, et voilà. J'aimerais revenir sur, tu parlais de la digestion des protéines. Comment on Oui. sait comment on sait si on les digère bien? On sait que quand on fait du sport, voilà, notamment dans la muscu, on en parle beaucoup des protéines. Est-ce que tu as des recommandations, des conseils, des mythes encore qui perdurent sur la digestion et la synthèse protéique? Euh, Ce que je peux te dire là-dessus, c'est que, alors, c'est totalement de l'empirique, mais ça sert à rien forcément à plus de 2 grammes par kilo de poids de corps pour prendre de la masse musculaire. Je dis pas qu'il faut être à moins d'un et demi, mais en tout cas, je dis que ça sert à rien et je le vois, hein, notamment souvent chez les sportifs de force, des personnes qui vont être à quasiment à 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps, qui vont se retrouver avec de l'inflammation, des tendinites, ce genre de choses, et que le fait de les faire diminuer et revenir sur du 1,8, un petit 2, bah, ça va mieux, quoi. Et vraiment, la principale information pour savoir si tu vas réellement absorber les protéines par ton système digestif et du coup t'en servir pour la synthèse protéique, c'est tes capacités digestives. Et le principal symptôme, c'est que si tu as beaucoup de gaz odorant dans la journée, c'est que tu as qu'on appelle une dysbiose de putréfaction, c'est que tu vas te retrouver avec des protéines qui n'ont pas été suffisamment dégradées en amont, c'est-à-dire au niveau de l'estomac et au niveau de tes intestins, qui vont se retrouver dans ton côlon. Et là, et là, c'est pas absorbé et ça sert à rien de continuer à prendre autant de quantité de protéines par jour, quoi. Il y a même, et même aujourd'hui, on parle même que parfois la restriction calorique, alors pas de façon chronique, hein, mais ponctuellement,
permet de relancer un petit peu la sensibilité de notre organisme à la synthèse protéique, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment en fonction des symptômes, hein. Il y a des profils qui vont être à plus de 2 grammes et ça posera aucun problème. Mais il y en a d'autres où le fait de baisser un petit peu la quantité de protéines va les aider à se sentir mieux et à mieux récupérer. Est-ce qu'il y a des types de protéines, de manière générale? Je pense bien que ça c'est différent, par rapport au type de personne et cetera, mais qu'on digère mieux par rapport aux protéines, laitières. Tu en parlais, tout à l'heure, le fromage blanc, le lait et cetera, les protéines, végétales, la viande, des œufs. Est-ce qu'il y en a qu'on digère mieux? Ça va dépendre de la personne, mais en tout cas, il y a des personnes effectivement alors c'est empirique, mais il y a des personnes en leur faisant diminuer les protéines, laitières, donc les protéines de lait de vache, heu, vont avoir moins de symptômes, inflammatoires. Mais ça ne veut pas dire que le problème, c'est le lait de vache, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut dire tout simplement que, hem, nos intestins sont constitués d'entérocytes, donc c'est ces cellules de l'intestin qui vont être des mailles très serrées. Et parfois, le fait de faire du sport, à trop haute intensité, le fait de consommer de l'alcool, le fait de prendre des anti-inflammatoires à répétition, vont venir écarter un peu ces cellules et du coup, certaines protéines vont être reconnues parce qu'on a notre système immunitaire qui vient tapisser les cellules de l'intestin pour reconnaître un petit peu certaines protéines et notamment, plus fréquemment les protéines de lait de vache comme un peu, comment dire? Des virus comme du non-soi par leur système immunitaire et vont créer des réactions inflammatoires qui peuvent être très bien des ballonnements, qui peuvent être, des tendinites, de l'eczéma, des allergies, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, on peut pas le négliger que certaines personnes vont être, plus sensibles, aux protéines de lait de vache que d'autres et parfois en changeant un peu le type de protéines et en passant, des fois plus sur des protéines végétales, ça va un peu mieux, ouais, effectivement. Et c'est vraiment les protéines ou c'est certains acides aminés ou le lactose aussi peut rentrer en compte dans ces réactions inflammatoires? C'est vraiment une hypersensibilité à la caséine, donc à la protéine. Le système immunitaire reconnaît les protéines, le lactose, c'est un sucre. Ouais, ouais. On peut être intolérant au lactose, mais ça reste plus rare. Le lactose, tout ça d'ailleurs, souvent, les personnes qui ont enfin, quand on a été allaité par la maman, il y a du lactose dans le lait maternel et ça va très bien. Mais par contre, la personne ne digère pas le lait de vache. Tout simplement, c'est à la protéine, donc à la caséine du lait de vache que la personne va être, hypersensible. On va pas parler d'intolérance par déficit de l'enzyme la lactase, mais plutôt d'une hypersensibilité de notre système immunitaire qui tapisse nos intestins à, la protéine du lait de vache. En sachant que ces évictions doivent rester temporaires et parce qu'on se rend compte que plus on va souvent, ben ah ben je retire le lait de vache. Bah, ça va mieux. Puis après, je me rends compte que, mince, maintenant, c'est le lait de chèvre. Ça va pas non plus. Et puis, encore, le lait de soja, ça va encore pas et on passe notre temps à on se retrouve avec des personnes qui vont tout éviter pour bien digérer et justement le corps doit être soumis à ce qu'on appelle, le principe d'Hormèse, c'est-à-dire, d'apporter un stress et qui doit être suffisamment, qui doit pas être non plus trop important pour surcompenser. Et donc c'est toutes ces évictions, ça doit rester que sur une période très temporaire
et ça doit pas être gardé tout au long d'une vie. En tout cas, on doit être capable, déjà même d'un point de vue social, parce que le lait, on en a partout, comme le gluten, par exemple, hein. Vous faites une sortie avec des potes, vous voulez manger une pizza, si, vous avez 3 jours pour vous en remettre, ben, non, c'est pas normal et il faut essayer de chercher la cause. Bien sûr que peut-être que votre patrimoine génétique va vous rendre un peu plus sensible, au gluten, mais de là à devoir totalement le supprimer, c'est qu'il y a un problème ailleurs, quoi. Ça peut être une porosité intestinale, ce genre de choses, quoi. Et sur les produits laitiers, j'ai l'impression qu'il y a un peu de deux écoles. Il y en a qui recommandent vraiment de consommer des produits laitiers, voilà, du lait de vache, etc. Et d'autres qui vont être un peu à l'inverse et qui vont dire qu'avec les antibiotiques que les vaches consomment, etc., il peut y avoir des effets néfastes dans la santé. J'aimerais avoir ton avis de manière générale sur les produits laitiers. Est-ce qu'il faut en consommer régulièrement, quotidiennement? Après, encore une fois, ça dépend d'où on se place. Oui. Moi, j'ai tendance aussi, tu vois, à dire, consommer souvent, des sardines et des maquereaux pour les apports en oméga 3, parce que c'est des poissons qui sont en début de chaîne et qu'ils sont moins soumis, aux métaux lourds comme le thon et cetera, qui sont plutôt en fin de chaîne alimentaire. Mais il va y avoir d'autres problématiques, d'intoxication, ou de résidus dans les boîtes de conserve. Donc au final, on consomme plus rien. Je pense pas qu'il soit nécessaire. Je pense qu'il faut être nuancé, retirer en tout cas, ce qui est noté dans le BTS diététique où, on charge les rations, moi je l'ai appris comme ça, à 4 produits laitiers par jour, je pense que c'est une hérésie. Je pense que l'apport en calcium, est contenu dans les produits laitiers est beaucoup trop important pour être assimilé et qu'il vaut mieux prendre des sources, alimentaires qui vont contenir moins de calcium et qui vont être plus assimilées, par petites doses. Donc en tout cas, cette recommandation de 4 produits laitiers par jour, pour moi, elle est surdimensionnée, ça c'est clair. Maintenant, ça reste une source de protéines, ça reste une source de protéines qui permet d'augmenter les apports aussi en protéines. Savoir quand même qu'aujourd'hui, en France, la recommandation, c'est 0,83 grammes par kilo de poids de corps par jour de protéines. Petit à petit, je pense qu'on va l'augmenter parce que pour moi, c'est insuffisant pour plein de choses, que ce soit pour la masse musculaire, que ce soit aussi pour les apports en tryptophane, qui sont un acide aminé qui permettent qui est précurseur de la sécrétion de sérotonine, de mélatonine. Donc, ça vaut le coup d'augmenter les recommandations. Donc là, les produits laitiers vont aider à atteindre nos apports en protéines. Mais ça ne doit pas être la base de notre alimentation comme on nous l'a bien vendu en disant les produits laitiers, nos amis pour la vie, quoi. Enfin, voilà, 4 fois par jour, c'est trop, c'est trop important. Encore une fois, c'est la dose qui fait le poison, quoi. Et ce que je remarque en consultation, c'est que les personnes qui vont avoir fromage blanc matin, fromage blanc midi, fromage blanc collation, fromage blanc le soir, au niveau du sommeil, ça va pas. Au niveau des intestins, il y a de la porosité intestinale. Et ma façon de faire, c'est que ils vont garder, heu, ils vont garder peut-être, le produit laitier le matin et le midi et puis, plutôt en fin de journée, on va passer sur d'autres sources de protéines, quoi. Un peu plus sur du végétal, ce genre de choses pour respecter un peu la chronobiologie et cetera et dans les produits laitiers, on a beaucoup de graisses saturées. Quand on démarre la journée, on a notre système digestif, il est comme nous, il se lève le matin, donc il est en pleine forme. Donc tout ce qui va être difficile à digérer, ça va être plus simple pour lui de les avoir en première partie de journée et un peu moins le soir. Comme nous, hein, il fatigue un peu en fin de journée. Donc moi, j'ai plutôt tendance à les mettre plutôt en première partie de journée et un peu moins le soir. Voilà. Et les produits laitiers qui sont allégés, 0%, c'est des conneries, ça? Euh,
peut être Toi, le une fromage blanc stratégie, et tout. ça peut être une stratégie s'il y a, encore une fois, ça peut être utile à partir du moment où il y a besoin d'avoir un contrôle sur tes apports en lipides. Mais si tu arrives à avoir un plan nutritionnel qui apporte, qui te permet de prendre un fromage blanc à 3 ou 5, je pense qu'il faut pas se gêner non plus et aussi regarder la composition parce que souvent qui dit 0, en fait heu, les graisses apportent de la saveur aux aliments. Donc un 0, ça a moins de goût, donc souvent si on commence à lire un peu les étiquettes, on va se retrouver avec des édulcorants qui sont pas forcément très bons pour la santé quoi, non plus. En tout cas, au qui ne sont pas inertes comme on a bien voulu nous faire croire et qui vont à ce jour, il y a suffisamment de preuves scientifiques pour dire que les édulcorants ont un impact sur le microbiote intestinal. On peut pas dire que c'est zéro quoi, que c'est inerte. OK. Voilà. Désolé, des fois, je réponds, un peu comme un politicien, mais enfin, tout est pas blanc ou noir, en tout cas. Oui. Mais j'ai pas de je vais pas interdire aux gens de consommer des produits laitiers, mais en tout cas, s'il y a des symptômes, on va moduler et 100 dans 100 des cas, ça va mieux, quoi. Oui, mais dans tous les cas, il y a pas de Ouais, en général, les réponses, c'est pas oui ou non, ça dépend ouais, de plein de choses, donc c'est normal. Tout à l'heure, tu parlais des boîtes de conserve. J'avais pas c'est pas quelque chose que j'entends spécialement beaucoup. En quoi c'est mauvais d'acheter des aliments? Tout à l'heure, tu parlais des sardines, des maquereaux, mais on sait qu'il y a des légumes, il y a plein de choses en boîte de conserve. C'est quoi il y a peut-être des intérêts, mais les limites de ouais. la boîte de conserve? Bah, en tout cas, pour tout ce qui va être légumes, c'est-à-dire que la boîte, ben, pour conserver, on va avoir ce qu'on appelle de la saumure, qui est quelque chose de très salé et en fait, les minéraux vont partir dans la saumure et donc il va y avoir une moins bonne qualité nutritionnelle quand il s'agit des fruits et légumes. En revanche, il y a plutôt tout intérêt à consommer des légumes surgelés qui vont être récoltés tout de suite blanchis, égalité perdre un peu, hein, de leur qualité micronutritionnelle, mais vont quand même avoir une qualité micronutritionnelle, pardon, qui seront plus intéressantes que de prendre, des produits frais que tu vas laisser qu'un jour dans ton bac à légumes, par exemple. Donc voilà, si, va avoir un intérêt, micronutritionnel qualitatif plus intéressant que la boîte de conserve, en tout cas. Et pour les poissons? Bah, c'est tout simplement que même si tu consommes des poissons en début de chaîne, ils ont aussi, il va aussi y avoir, des résidus de métaux lourds, ce genre de choses, tout simplement. Mais la boîte de conserve en elle-même, c'est pas si dérangeant que ça pour les poissons, c'est plus pour les fruits et légumes? La boîte de conserve donc, qui est en métal, quelque chose d'inerte et tu peux avoir tu vas trouver des résidus qui vont se transférer, dans le poisson tout simplement parce que, bah, souvent, tu prends rarement, souvent, bah, tu prends sardines ou maquereaux à l'huile d'olive et l'huile, est un excellent transporteur entre le métal Mmh. et l'aliment, Mmh. donc c'est pour ça, tout comme pareil et en fait, souvent ces huiles-là ont été chauffées à haute température et alors, chauffer l'huile plus le métal, ça fait pas très ça fait pas très bon ménage, en fait, tout simplement. Tout comme, vraiment un truc, même pour, tout ce qui va être perturbateur endocrinien, je sais que, il va y avoir beaucoup de sportifs qui vont manger à la gamelle. Si je peux vous donner un bon conseil, jetez vos gamelles en plastique, et achetez du verre. Ça sera quelque chose de très, très bon pour, votre santé et même pour vos niveaux de testostérone. Parce Même si on que, mange, froid dedans ou c'est uniquement quand on les chauffe? c'est pire quand on les chauffe.
c'est pire, voilà, c'est pire quand on les chauffe, mais le plastique, froid, ça pose moins de soucis, bien sûr, ouais. Et OK. souvent, c'est quand même réchauffé, quoi. On évite de faire chauffer le plastique et encore plus, enfin, la graisse va transporter, toutes les molécules, jusqu'à l'aliment, donc c'est pas terrible, quoi. OK, juste pour finir avec les boîtes de conserve, du coup, une meilleure alternative, ça serait d'acheter des aliments, surgelés? En tout cas, pour les fruits et légumes, carrément, après, voilà, ne vous arrêtez pas de manger sardines et maquereaux, mais c'était juste pour dire que, si on fait gaffe à tout, heu, voilà, il y a jamais tout qui est parfait, mais en tout cas, chez les personnes qui peuvent penser que parfois il faut absolument consommer du frais, j'ai pas le temps de cuisiner et cetera. Prenez du surgelé et ça sera toujours mieux que la boîte de conserve, en tout cas pour tout ce qui va être, antioxydants et garder la qualité micronutritionnelle ou de consommer, des légumes qui sont restés dans le bac à légumes pendant plusieurs semaines, quoi. Est-ce que tu penses que dans l'alimentation en général, ce qu'on trouve dans les commerces, que ça soit des produits frais, surgelés ou avec des conservateurs, est-ce qu'on retrouve vraiment tout ce qu'on a besoin en termes de micronutriments, même si on mange, plusieurs fruits, plusieurs légumes? Ou alors ça serait intéressant de venir se supplémenter pour vraiment avoir les recommandations? Aujourd'hui, que l'on soit, omnivore, que l'on soit végétarien, vegan, hem, c'est rare si on est sportif parce qu'on a plus de réactions chimiques qui se font, des besoins micronutritionnels qui sont plus importants, ça va être compliqué de les obtenir sans supplémentation. Ça va même être également compliqué d'évaluer le statut micronutritionnel. Si je fais doser la vitamine C, par exemple, non, je prends l'exemple, oui, même la vitamine C, si on fait doser la vitamine C dans le sang, c'est quelque chose qui est à l'instant T. Est-ce que ça va évaluer vraiment nos réserves en vitamine C? Pas sûr, donc il y a ça aussi. Pareil pour le magnésium, hein. Le magnésium, sanguin, ça sert quasi de faire doser son magnésium. Ça sert quasiment à rien parce que les réserves en magnésium, ils sont dans les os. Donc, pour faire un prélèvement, magnésium dans les os, ça n'existe pas. Ça, c'est le premier point. C'est aussi comment on évalue cela. C'est complexe. Et aujourd'hui, à mon sens, heu, en fonction des symptômes cliniques, en fonction de certains dosages paracliniques, notamment chez le sportif, ce qui va être intéressant, c'est de faire le profil en acide gras érythrocytaire. C'est-à-dire que, on va connaître la composition en toutes les graisses, tous les acides gras de ton corps, heu, de l'enveloppe de tes globules rouges qui vont des 3 mois, donc de ce que tu as consommé en graisse. Donc, quand la personne vient avec ce genre d'analyse, ce sont les analyses qui ne sont pas remboursées, ça coûte entre 70 et 90 €. Mais si la personne te dit que, ben: «Ah non, non, je mange, pas de viande» ou «Je mange, quasiment pas de produits transformés», bah, tu vas le voir à l'analyse, en fait, tout simplement. Que tu vas connaître la quantité d'oméga 6, la quantité d'oméga 3, et ça, derrière, ça va pouvoir te permettre d'adapter au plus précis la supplémentation. Mais pour répondre à ta question, à mon sens, aller sur de l'unitaire, fonction de ce que tu auras pu évaluer en termes de déficit chez ton sportif, pour moi, on peut pas passer à côté d'une supplémentation. Encore plus chez les femmes qui ont des apports qui sont un peu plus faibles et du coup, qui dit apport plus faible, dit forcément, apport en micronutriments moins important. Chez un homme, ça va être un peu plus simple parce que, on va être chez un homme sportif très entraîné, on va être proche des 4 000 calories, 3 500 par jour, donc
qui dit plus de calories, dit aussi plus facilité à couvrir les apports micronutritionnels. Tu vois la difficulté. Mais une supplémentation et de façon précise, pas forcément en allant sur des multivitamines, mais plus sur l'unitaire, pour moi, est intéressant. Il y a certaines personnes qui ont remis en cause, c'est notamment les multivitamines, où on retrouvait des fois dans ce genre de suppléments il y a plusieurs, je sais pas qu'on appelle, si tu veux faire un complément vitamine, tu peux avoir différentes, je sais Forme de pas, c'est vitamine, différentes, ouais, voilà, et qu'il y avait ouais, différentes formes qui n'étaient pas forcément très assimilable, bonnes ouais, pour bien le sûr, corps. bien sûr. Et comment on peut savoir, on n'a pas forcément assez de micronutriments dans la nutrition, mais on vient se supplémenter, mais on a des formes qui sont pas assimilables. J'ai l'impression que ça pose un peu un problème général, quoi. Faut et c'est là où il faut se former en micronutrition et aller, vers des marques qui proposent des produits de qualité. Mais souvent les grandes chaînes, effectivement, pour surfer un peu sur la vague, sortent un peu n'importe quoi et aussi pour réduire les coûts, pour prendre des formes qui sont pas assimilables et qui servent à rien, quoi. Donc, tu penses prendre du magnésium tous les soirs, qui va te faire du bien et au final, tu jettes un peu ton argent par les fenêtres. Donc effectivement, ça devient, c'est en train de devenir un business et aujourd'hui, clairement, faut être formé pour savoir, ce qui va être intéressant de prendre ou pas. Alors, est-ce que c'est délétère? J'en sais rien, mais par contre, c'est sûr que tu jettes ton argent par les fenêtres, par contre. Et déjà que c'est pas donné, quoi. C'est qu'on veut se supplémenter, Et et souvent c'est assez les cher. les les marques, c'est pas parce que c'est le plus cher que c'est la meilleure qualité non plus, quoi. Je sais pas si on peut citer des marques, mais bah, non, mais moi j'en ai une en tête qui, je crois, fait du bon travail. Après, Bah, dis-moi? la, la marque de Julien Vénesson. Eh ben, je la connais pas, donc je pourrais pas te dire. Je crois que c'est Unai. Je connais absolument pas du tout les produits à Julien Vénesson, donc je vais pas parler de ce que je connais pas. Ok. Mais après, c'est bon, j'ai pas testé, mais j'en ai entendu parler. C'est Jean Honche, tu connais? Ouais, Bah, c'est lui qui a fait un peu la promotion de ce complément. Il avait comparé plein de trucs et apparemment, ça serait une marque avec des bonnes formes assimilables, tout ça. Donc, OK, bon, après, OK. Jean Rouge j'ai pas testé. a aussi sa propre à Aquilab, je crois. Ouais, je crois qu'il a Ouais, commencé quelque chose là-dedans aussi, ouais. ouais. Après, je connais pas avec précision. Heu, Bah, moi, j'avais regardé, sa protéine, notamment sa protéine végétale et que je la trouvais, qu'il y avait un aminogramme très intéressant. Parce que souvent, là où il faut faire attention en termes quand on prend des protéines végétales, c'est que, tu vas avoir moins de leucine que dans une protéine laitière et on sait que la leucine a minimum, 2 grammes ça doit être minimum 2 grammes par prise alimentaire pour qu'il y ait ce fameux un peu, starter qui est déclencheur de la synthèse protéique. Bien entendu après qu'il y ait eu stress mécanique et son aminogramme était plutôt intéressant, comparé à d'autres protéines végétales, d'autres fabricants, connus. Donc j'ai pas analysé tous ces produits, mais en tout cas, en termes de protéines végétales, c'est plutôt intéressant. Ok. Est-ce Après, que tu tu vas aurais avoir, des, ouais, dis-moi? est-ce que tu aurais des personnes ou des formations à conseiller pour savoir un peu où on met les pieds en termes de nutrition, de micronutrition par rapport, parce que j'ai l'impression qu'on peut vite se perdre par rapport à tout ce qui se fait maintenant dans les commerces ou dans tous les business, comme on en a parlé tout à l'heure avec Ouais, les compléments. bah, déjà, il y a la mienne, avec Olivier Bollier. On a sorti l'assiette, qui est destinée justement, aux coachs sportifs et kinés. Hem, on a une académie aussi où, on parle préparation physique et en même temps, moi j'analyse tout ce qui sort, les dernières études sur la nutrition, donc une fois par mois.
as accès à 2 vidéos d'Olivier sur la prépa physique et puis 2 vidéos de moi sur la nutrition. Santé musclée, Marion Paré. Tu regarderas sur Instagram, d'ailleurs, ça peut être OK. un invité aussi pour toi qui a une formation sur le système digestif, qui est kiné et naturopathe. Alors moi, j'ai une vision assez holistique qui va se rapprocher, je sais que parfois on me le dit et que j'ai certaines méthodes un peu naturopathes, mais je le revendique, clairement, j'aime bien leur approche, globale, même si je suis quelqu'un qui a besoin de preuves et qui est très cartésien, mais j'aime aussi leur façon d'aborder la santé et ça peut vraiment aider, chez les sportifs. Donc, Marion, justement, a une formation adaptée aux sportifs sur tout ce qui est micronutrition et système digestif, qui est très intéressante. Euh, Il y a le DU de micronutrition santé et exercice de Poitiers, que moi je suis en train de terminer là, euh, qui est, euh, qui est pour moi un des meilleurs DU en termes de micronut euh, en France. Tu vois, je suis à Dijon, il y a celui de Dijon, mais j'ai quand même été faire celui de Poitiers. Mmh. Donc, voilà ce que je peux te dire en termes de formation, aussi bien en termes de DU que de formation privée. OK. Et et tu as DFM Formation aussi, qui ont un cursus avec Myriam Ockrel, qui est comment, coach MIMS de CrossFit, je sais pas, de CrossFit France, qui intervient pour DFM Formation, qui lance là, une formation en micronutrition du sportif aussi. Moi, je suis inscrit sur la session de novembre, qui peut être pas mal aussi, donc pour tes auditeurs qui veulent se former un peu OK. là-dedans. Je pense que ça peut vraiment être un plus hein, en termes en termes de conseils quand on est prépa physique et de savoir un peu où on met les pieds parce qu'effectivement, on se retrouve quand même avec beaucoup de sportifs qui vont prendre beaucoup de compléments et bien souvent qui ne sont pas forcément adaptés. Moi, j'essaie de limiter à 3, voire maximum 5 compléments, OK. plutôt de Pas l'unitaire, mal. parce que ça permet de savoir qu'est-ce qui fonctionne ou pas, quoi. Plutôt que, plutôt que d'arroser avec tout un tas de choses où il va y avoir tout un tas de compléments dedans. Voilà. Plutôt, je fonctionne plus à l'unité. Voilà. OK. Dernière, petite question. Oui. Comment, éduquer les jeunes et rééduquer les moins jeunes sur la nutrition? Puisque, à mon plus grand désespoir, mais je pense que je suis pas le seul, on n'a pas été éduqués quand on était petit sur la nutrition. On était plus avec nos parents qui avaient peut-être des idées reçues ou voilà. Donc comment Ouais. éduquer et rééduquer les personnes? Là, tu soulèves un gros problème, hein. Je pense qu'il y a un moment où il va falloir que notre gouvernement amène des cours Ouais. dans les salles de classe, quoi. Hein. Mmh. Je vois pas l'autre solution parce qu'en plus, on a de plus en plus de parents quand même qui sont très occupés, qui ont leur métier, où le jeune va devoir faire à manger tout seul, ce qu'on avait quand même moins encore il y a 15-20 ans en arrière. Et après, c'est à nous aussi où il faut qu'on soit plus sollicité à intervenir dans les écoles et faire. Parce que c'est un travail où on est obligé de rabâcher, en fait. C'est-à-dire que moi, quand je vais avoir un sportif plutôt jeune, 17-18 ans, ben, quand je vais l'avoir 1 heure, s'il me garde une information, bah, c'est bien. Et derrière, bah, la prochaine fois, je vais lui redire: «Ah, ta collation, tu as pensé à faire ta boisson d'effort? Est-ce que tu as pris ton apport en protéines?» Ouais, c'est un rappel, de chaque instant, en fait, quoi. Donc, c'est, je pense que si le gouvernement ne met pas une place plus importante,
à la nutrition dans les écoles, ça va être compliqué et pas juste balancer sous une pub pour une grande marque de soda ou un fast-food, consommer 5 fruits et légumes par jour, quoi. Mmh. Et Ouais. la problématique encore plus accentuée parce que la sédentarité augmente. Aussi, ouais. Il y a eu une étude en Angleterre, dans les années 90, une vraie étude de cohorte, hein, sur le peuple, tout le peuple britannique, qui s'appelait, je crois, «Gourmandise ou paresse?» point d'interrogation, où, on se rend compte que les ingestats sur une journée, avaient diminué avec le temps par rapport à la génération des années 70-80, mais que par contre, la courbe de temps, passé devant la télé ou, a beaucoup moins bougé, elle suivait la courbe d'augmentation de l'obésité. Donc, je suis pas en train de dire que ce qui est responsable du fait de la prise de poids, c'est la sédentarité et pas la qualité alimentaire. Je pense qu'il y a les 2. Mais clairement, le problème, c'est qu'on a de plus en plus on a de moins en moins de temps, actif dans la journée. Parce que, OK, tu fais 1 heure de sport, mais qu'est-ce que tu fais des 23 autres heures, enfin moins ton sommeil, des 16 heures qui te restent dans ta journée, quoi? Donc il y a ça aussi qui est un vrai enjeu, quoi, tu vois? Maintenant, il y a les trottinettes électriques, enfin, tu as le tram, tu as la bagnole, tu as encore en 5 ans, on est passé à d'autres levels de moyens, de moyens pour faciliter le déplacement et on marche de moins en moins, quoi. Donc c'est con, hein, mais déjà si on pouvait être à 7 000 pas, tous les jours, il y a peu de sportifs, même de haut niveau qui sont à 7 000 pas par jour, hein, Ouais. et on se rend compte que nos mitochondries répondent beaucoup mieux à une stimulation, de 5 minutes d'activité toutes les demi-heures, plutôt que, de se faire des plages d'1 heure juste dans la journée, quoi. Voilà. Mais après ça serait il faudrait qu'on refasse un autre podcast et Ouais, il y a plein de il y choses a à plein dire donc ouais, il y a plein de choses à dire, quoi. OK. Bah, écoute, Voilà. on arrive à la fin de celui-ci. Je te laisse un mot de la fin si tu veux dire un dernier petit truc. Et ben, merci pour ton invitation et j'invite vraiment, ben, tous les éducateurs sportifs à se former là-dedans. Alors, peu importe que ça soit, par la voie, royale, mais si vous avez pas nécessité d'en faire votre métier, il y a pas forcément besoin de passer par un BTS diététique, en sachant que, à mon sens, cette formation initiale est vieillissante et il faut se former à côté, en plus. Donc, faites des formations privées, écoutez des podcasts, formez-vous, prenez vraiment un temps, prenez, une demi heure, tous les jours à écouter des podcasts, à prendre une formation et la suivre et c'est ça qui va vous permettre, d'élever, votre niveau et qui fera que vous allez être compétent et vous allez pouvoir, vivre de votre passion, quoi. OK, ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps, pour toutes les petites, infos et les conseils que tu as pu livrer. Je mettrai en description tes liens. Tu as un site internet, je crois. Tu partages pas mal de petits conseils. J'ai mon Insta et mon Doctolib, donc si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un bilan, ouais, pas de souci. Ça marche. Bah, écoute, merci encore et puis, au revoir à tout le monde. Ciao. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.